Je suis ravi d'accueillir Stéphane Tribodini. Ça me paraît fou d'être là pour en parler et de voir un peu ce retour sur ma 10e année de carrière en sport auto. Ma 2e année en course de ma vie, en championnat de France, c'est déjà le top niveau français. J'ai gagné une course au classement général en étant un pilote amateur devant des pilotes pros. Et là, je ne savais pas trop l'expliquer. Je fais très peu de fautes après en course ou en qualif parce que j'ai construit cette confiance-là. Donc c'est une approche, on va dire un peu presque mathématique. En 2024, on a été champion d'Europe Super Trofeo en catégorie amateur. Pour autant, j'ai aussi mené des courses au classement général, donc devant des pilotes pros. En parallèle, avec la même voiture, la Super Trofeo, j'ai été aussi champion d'Italie Super Trofeo, on va dire, au classement général pour le coup. C'est-à-dire que là, toutes catégories confondues. Maintenant, en 2026, je vais faire 20 week-ends de course dans 5 championnats différents, dans 3 voitures différentes. Si on m'avait dit il y a 10 ans où j'en serais maintenant, ça paraît complètement insensé, improbable, impensable. Bonjour et bienvenue sur Icon Media, le média qui met en valeur les parcours inspirants et extraordinaires. J'en profite pour vous remercier d'être vraiment de plus en plus nombreux sur YouTube à nous suivre et je vous incite à cliquer ici pour nous suivre et avoir de plus en plus d'invités extraordinaires. Aujourd'hui, je suis ravi d'accueillir Stéphane Tribodini, l'ovni du pilotage français automobile. Alors Stéphane, aujourd'hui, tu es un champion émérite en GT World Series. Tu as été champion 2024 en Super Trofeo Lamborghini. Tu as la particularité d'être rentré dans l'automobile à 32 ans. Pourquoi aussi tard? Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu le début de ton parcours? Avec plaisir. Écoute, très content de faire ce podcast avec toi, Mathieu. Donc mon parcours, il est forcément un peu atypique et ça me paraît fou d'être là pour en parler et de voir un peu ce retour sur ma 10e année de carrière en sport auto. Donc pour t'expliquer, donc j'ai démarré à 32 ans parce que le sport auto, c'est un sport malheureusement qui coûte cher. Et donc si tu n'as pas soit des parents qui ont les moyens ou des contacts ou des parents qui sont déjà un peu dans l'univers mécanique, du karting, garagiste ou autre, c'est compliqué parce qu'il faut quand même pas mal de moyens et de connaissances pour démarrer déjà juste en karting. Donc j'aurais bien sûr voulu démarrer bien avant le karting, le sport auto, etc. Mais donc je l'ai vécu en tant que passionné, comme je pense beaucoup d'enfants qui ont grandi avec d'abord la Formule 1 parce que c'était le sport le plus médiatique, qui était à l'époque encore en clair à la télé sur TF1, etc. Maintenant, c'est plus le cas, même si Canal font du super travail pour retransmettre la F1, mais c'est plus en accès libre, on va dire, pour tout le monde. Je me suis toujours intéressé à tous les sports mécaniques, que ce soit moto, voiture, mais tout type de voiture, que ce soit de la Formule 1, du GT, de l'IndyCar ou peu importe. J'ai toujours suivi ça avec beaucoup d'attention. Pareil en moto, que ce soit du MotoGP, du motocross. Donc quand j'étais ado, je suivais vraiment beaucoup de sport auto et les dimanches, je les passais quand même souvent à la maison à regarder beaucoup de courses. J'ai pratiqué aussi un peu de VTT de descente à l'époque quand j'étais adolescent. Parce que mon père s'est mis au VTT, donc il m'y a mis aussi et j'ai de suite aimé forcément la vitesse, l'adrénaline que tu as en descente en vélo, en VTT. J'ai fait aussi un peu de motocross après, mais vraiment juste en pur amateur, en faisant aucune course, juste par plaisir de pouvoir conduire ce type de moto. Mais voilà, on va dire que tout ce qui est des sports mécaniques, ça se résumait un petit peu à ça. Parce que je pouvais le faire avec pas des petits moyens, ça reste quand même assez cher, mais c'était rien à voir avec le karting ou le sport auto. Est-ce qu'il y a une ADN chez toi, de par peut-être tes parents, une ADN automobile ou pas du tout? Alors, un petit peu. On va dire que mon père a été copilote de rallye de mon oncle, mais c'était avant que je naisse. Dès que je suis né, il a arrêté. Donc, je ne l'ai jamais vu faire du rallye. Alors, il n'a pas fait beaucoup, il a dû faire peut-être 3-4 ans en tant que copilote en rallye. Donc, c'était forcément, il a toujours aimé les voitures. Et l'anecdote, je crois, quand j'étais peut-être avec 6 mois, 1 an, 2 ans, de ce que me raconte ma mère, des fois, elle allait me bercer pour que je dorme avec la 205 GTI. Il faisait le tour du pâté de maison, etc. pour un peu m'endormir. Apparemment, je m'endormais mieux dans une voiture comme ça qu'à la maison. Donc, voilà, ces petits trucs doivent un petit peu jouer malgré tout au niveau émotionnel quand t'es enfant. Je pense que j'ai peut-être dû aller voir 2-3 rallyes avec mon père, mais quand j'étais vraiment petit, peut-être à 3, 4, 5 ans, peut-être le rallye d'Antilles, des choses comme ça, mais j'ai des vagues souvenirs.
Je me rappelle une fois d'avoir vu un rallye de nuit. C'était assez effrayant, parce qu'à l'époque, ça faisait qu'il y avait en plus beaucoup de bruit. Les voitures de rallye, dans la nuit noire, puis d'un coup, tu entends les phares, tu vois les phares déjà arriver, le bruit des voitures. Ouais. Voilà. Mais là, à ce moment-là, je peux pas dire que ça m'a beaucoup forcément marqué, mais c'est quand même un souvenir que j'ai un peu de ça. Voilà. Et après, non, après c'était juste forcément les Grands Prix de Formule 1 à la télé le dimanche, où mon père a dû regarder un petit peu les Grands Prix. J'ai su regarder aussi un petit peu au début, et rapidement j'ai beaucoup accroché jusqu'à voir tous les Grands Prix à la télé, parce qu'à l'époque il n'y avait pas non plus trop d'autres solutions pour voir du sport auto à la télé. Ouais. Voilà. Et après, au fur et à mesure, il a commencé à avoir un peu le satellite, Eurosport, et on a pu commencer à avoir accès à beaucoup d'autres championnats de sport auto de tout niveau, que ce soit du tourisme, de l'IndyCar, de la NASCAR, du GT, etc. Ouais. Et donc, je me suis vraiment après, j'ai beaucoup accroché par rapport à ça. Ok. J'ai jamais fait en parallèle de karting, toujours par une histoire de moyens financiers. Et donc aussi, j'ai démarré après le simulateur. D'accord. Parce que c'était un peu pour moi la seule façon de réaliser un petit peu mon rêve, on va dire. C'était de le faire en virtuel, parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'autres solutions, mais il faut remettre dans le contexte. J'ai dû commencer donc, le simulateur il y a peut-être 25 ans. D'accord. Donc il faut se dire que c'était les tout débuts déjà de Internet. Ok. À l'époque, la première fois que je jouais sur un simulateur, je me rappelle, c'était un modem ADSL, donc c'était vraiment, on jouait je crois à 4 en même temps, et déjà il y avait des petits lags quand on conduisait, mais c'était déjà incroyable de pouvoir jouer avec des gens à distance sur des simulateurs sur PC, donc vraiment assez tourné simu, pas arcade, pas Gran Turismo, assez où tu peux quand même déjà apprendre un peu les bases de pilotage, j'imagine, puisque j'ai fait que ça avant. Et donc j'ai dû faire, je sais pas, une petite dizaine d'années de simulateurs en parallèle de mes études, et quand t'as forcément plus de temps quand t'es étudiant. Et j'ai démarré à l'époque aussi e-racing, ça devait être en 2009 quand j'ai démarré. D'accord. E-racing, ça existe toujours, et c'est vraiment le simulateur un peu phare où tous des pilotes comme Max Verstappen et d'autres jouent encore régulièrement. Ok. Parce que c'est ce qui se rapproche le plus de la réalité en tant que pilote. D'accord. Donc on va dire quoi, que j'ai pu apprendre, j'ai même, je pense, dû apprendre à conduire autour des 16 ans sur un simulateur, avant même d'avoir le permis de conduire. Ok. Donc, et j'ai jamais forcément pris de cours ou autre. En fait, tu apprends par toi-même, tu essayes, tu regardes ce qui se passe, tu compares aussi avec d'autres pilotes virtuels. Ouais. Et c'était un peu mes seules bases que j'ai eues de pilotage. J'ai jamais fait donc de karting avant d'avoir arrêté. En fait, j'ai arrêté le simulateur quand j'ai monté ma société. D'accord. Donc ça devait être en 2012 que j'ai arrêté. Ok. Parce que forcément, quand tu veux faire les choses bien, ça prend quand même beaucoup de temps de faire aussi du simulateur dans des bonnes conditions. J'avais fait le premier championnat du monde sur e-racing, c'était en 2010. D'accord. C'est la première fois qu'il y avait de l'argent à gagner sur un championnat de jeux vidéo finalement. Quoi. Ok. Donc c'était aussi une bonne expérience virtuelle, mais une bonne expérience. Ok. Alors on reviendra sur ton parcours d'entrepreneur à succès, puisqu'il y a eu la vie avant automobile. Comment ça se passe quand on a ce premier contact avec un circuit à 32 ans? Comment tu as été repéré, si on peut dire, et qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit c'est mon talent, je vais pouvoir continuer à approfondir mes compétences et peut-être à me lancer dans la course auto? Comment ça s'est passé? Est-ce qu'il y a eu un déclic particulier? En fait, le déclic particulier, c'est dur à dire, mais c'est l'argent, en fait. Ok. Si tu n'as pas d'argent, tu ne démarres pas le sport auto. Okay. Parce que même des toutes petites sommes de sport auto, ça reste des grosses sommes à l'échelle d'un salaire moyen ou autre. Donc, c'est pas trop envisageable, à part si tu es déjà toi-même mécanicien, etc., et que tu peux te débrouiller. On parle de quelle somme sur des niveaux comme ça? Honnêtement, tu as un peu de tout. Ouais. Je sais qu'à l'époque, il y avait par exemple la Twin Cup qui existait, donc c'était des cours de Twingo. D'accord. Donc je connais pas vraiment les prix, mais j'imagine que en achetant ta Twingo, que tu vas préparer, mais c'était très léger, il y avait peut-être un arceau et je pense à rien d'autre, c'était vraiment très basique. Donc j'imagine qu'en dehors du prix de la voiture, avec peut-être 6-7 000 euros, tu faisais la saison de course, tu vois. Donc c'est abordable si on peut dire ça, mais ça reste des courses de Twingo. Hein. Donc on parle peut-être de 50 chevaux. Voilà, donc c'est pas trop ce qui pouvait moi m'attirer. Et après tu as différentes catégories qui peuvent exister. Une qui est très connue, qui est je pense aussi très sympa, c'est la Fun Cup. Ouais. La Fun Cup, tu envisages de le faire, on va dire par pilote, il faut compter peut-être 25-30 000 euros pour la saison, mais là où tu vas louer ton baquet. Donc t'as pas de souci d'avoir ta propre voiture, tu t'occupes de rien, l'équipe t'amène la voiture sur le circuit et toi tu viens juste rouler, prendre du plaisir avec tes amis et tu repars. Voilà.
Donc voilà, on va dire que une voiture qui commence à une voiture de course, où tu as 180 chevaux pour environ 700 kg, où tu vas prendre du plaisir, tu as quand même aussi des boîtes séquentielles, donc aux palettes. Ouais. Voilà, quand c'est une voiture de course, c'est une propulsion. Donc on peut dire que tu peux démarrer vraiment du sport auto aux alentours de 25-30 000 euros la saison. On parle hors taxe, parce qu'en sport auto, on parle toujours hors taxe. Voilà. Et après, bien sûr, ça monte à des niveaux beaucoup plus élevés. Mais on va dire que ça, c'est déjà une bonne formule pour te faire plaisir et avoir des sensations qui se rapprochent quand même d'une voiture de course. Voilà. Ok. En 10 ans, tu as eu une évolution juste stratosphérique. Comment tu expliques que tu aies pu évoluer aussi tardivement, parce que tu es clairement un ovni, là où beaucoup de pilotes commencent à 4-5 ans, toi tu as commencé à 32 ans seulement, et à 42 ans, tu as déjà tout gagné en super trophée au Lambeau. Comment tu expliques ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment j'explique? Je pense déjà que naturellement au départ, j'aime la vitesse, j'ai pas peur, j'aime l'adrénaline. Et le fait d'avoir quand même malgré tout toujours suivi de la Formule 1 à la télé et d'autres championnats, je pense que même gamin, tu intègres un petit peu ce que c'est une bonne trajectoire. Tu peux le voir à la télé, mais tu as déjà un peu une idée de ce qu'il faudrait faire quand tu as un virage qui va tourner à droite, comment il faut te positionner. Après, forcément, le simulateur, là tu conduis pour la première fois, tu as un vrai volant, même s'il est en plastique au départ entre les mains, tu as 2 pédales. Et donc là, c'est à toi déjà de reproduire un peu ce que tu vois. Et forcément, j'imagine que là, vu que tu peux faire des milliers d'heures d'entraînement, ça ne te coûte pas d'argent, à part le matériel au départ, mais on parle d'une époque où c'était vraiment un volant en plastique, des pédales en plastique, une chaise de bureau, un écran carré. Et voilà, donc on va dire que il ne fallait pas beaucoup d'argent pour pouvoir démarrer le simulateur. Et forcément, quand tu fais des milliers d'heures sur plein de plateformes différentes, plein de voitures, quand tu conduis une Formule 1, une voiture de rallye, une voiture GT, une voiture de NASCAR, je pense que malgré tout, tu développes un certain talent, un certain ressenti à comprendre les différents comportements des différentes voitures. Et donc, au moins, ton cerveau, malgré tout, quand tu es encore adolescent, tu es toujours un peu en construction. Donc, je pense que ton cerveau, quand même, il travaille un petit peu là-dessus. Et le fait de pouvoir constamment reproduire, jour après jour, des éléments, de voir d'autres pilotes bien meilleurs que toi, essayer de comprendre qu'est-ce qu'ils font de mieux que toi, pourquoi ils sont plus rapides que toi, forcément, à toi de te mettre un petit peu en question et d'essayer par toi-même de découvrir comment tu vas plus vite. En fait. À quel moment tu as pris conscience que tu avais justement un véritable talent? Parce que y a les personnes qui travaillent dur mais qui n'arrivent pas. Il y en a d'autres qui travaillent pas et qui arrivent facilement. Et il y en a d'autres qui ont le talent et le travail. Je pense que toi, tu combines les deux. À quel moment tu as compris que tu avais vraiment, véritablement un talent au niveau de la course auto? Alors, je pense qu'en simulateur, rapidement, j'ai quand même vu que j'étais quand même assez bon. Mais en fait, le simulateur, c'est quand même un peu abstrait. Tu sais pas te dire si ce que tu fais en virtuel, finalement, si tu ferais vraiment pareil en réel. Tant que t'as pas conduit une vraie voiture, tu peux pas te comparer. Tu te dis, ok, ça ressemble, je pense que je suis pas mauvais pilote, mais tant que t'as pas essayé, tu peux pas te dire je suis un bon pilote. Donc voilà, donc j'ai fait du simulateur jusqu'en 2012. Après, je monte ma société. Et là, pendant 4 ans, je fais plus rien, ni simulateur, ni conduite réelle, parce que ça prend beaucoup de temps, mon activité professionnelle. Et j'imagine pas une seule seconde réussir à faire du sport auto en vrai, parce qu'encore une fois, on parle de beaucoup d'argent. Et moi, c'était pas mon cas. Et donc, je crée ma boîte au début juste pour pouvoir avoir mon propre salaire et dépendre de personne, mais juste en espérant avoir mon propre salaire, sans penser que j'allais monter une boîte qui allait marcher suffisamment pour pouvoir démarrer le sport auto. Et donc, arrivé en 2016, donc même déjà 1 an avant, j'ai une réflexion en me disant, ok, je gagne déjà bien ma vie par rapport à mon activité professionnelle. Ma passion, c'est le sport auto. Ça me paraît impossible d'en faire. Mais plus les mois passent, plus je me dis, finalement, c'est de plus en plus possible de démarrer un sport auto, mais uniquement dans le but de me faire plaisir dans des championnats complètement amateurs, sans imaginer une seconde avoir un quelconque talent suffisant pour faire des championnats nationaux ou autres, parce que ça paraît assez incroyable sur le papier. Donc je passe 1 an de réflexion, je discute beaucoup avec l'organisateur de la Lamera Cup à l'époque, que je salue au passage, Wilfried. Parce que la Lamera Cup, donc c'était, à l'époque, il y avait 3-4 championnats un peu pour démarrer. Donc il y avait la Fun Cup, c'était un niveau un peu moins élevé en termes financiers. Mais c'est une voiture malgré tout qui me paraissait un peu moins une très bonne voiture pour démarrer, mais peut-être moins proche d'une GT, par exemple. D'accord. Tu avais la Midget. Donc, c'est des voitures, pareil, qui doivent faire 220 chevaux, un truc comme ça,
pour 700 kg. Ok. Et après, tu avais la Lamera Cup, où là, c'est des voitures qui faisaient donc 320 chevaux de mémoire pour à peu près 900 kg. Ok. Mais ce qui m'intéressait dans la Lamera Cup, c'était des courses d'endurance. Et donc, au fait, dès la première année, si tu roulais, tu avais, en gros, c'est des courses de 24 heures, des courses de 12 heures, de 16 heures. Donc, vraiment, tu roulais énormément. Et je me suis dit, voilà, moi, je ne pensais pas en arriver là. Si je veux mettre de l'argent en sport auto, c'est pour rouler beaucoup. Pour prendre un maximum. Moi, je parlais que de plaisir, pas de performance. Les courses de midget, je crois qu'il y avait 4 courses de 20 minutes, par exemple. Où en général, tu roulais à 2 pilotes, donc tu faisais 2 courses de 20 minutes. Donc, tu avais très peu de temps de roulage, très peu de temps d'essai, très peu de temps pour apprendre, pour comprendre. Et des courses de 20 minutes, il faut être de suite dans le coup, il faut de suite savoir aussi un peu batailler, dépasser, etc. Et quand tu débutes en sport auto, tu n'as pas ces compétences-là. En tout cas, tu ne penses pas les avoir. Et en plus, il faut se dire que dans la vraie vie, quand tu as le moindre contact, tu dois payer tes réparations, en fait. Ouais. Donc forcément, quand c'est des courses courtes comme ça, il y a plus de risques aussi de dégâts sur la voiture. Donc je me suis dit, voilà, moi, juste si on parle que de plaisir et pas d'argent, faire un championnat où il y a des courses très très longues, ça va me laisser le temps d'apprendre, de comprendre et de me faire ma propre expérience et juste de prendre du plaisir. Parce qu'à ce moment-là, avant de démarrer le sport auto, mon seul but, c'était de prendre un maximum de plaisir et sans penser aller au-dessus. En fait. Tu n'avais pas d'ambition particulière, c'était uniquement le plaisir brut. Quand tu démarres à 32 ans, sans avoir rien fait avant de concret, tu peux pas, ce serait vraiment incroyable de dire je vais arriver, je vais tout casser. Ça n'a pas de sens. Donc moi, j'espérais juste me faire plaisir, essayer de progresser dans ce championnat-là, mais je pensais jamais faire un autre championnat que celui-là. Je pensais peut-être rester 2, 3, 4, 5 ans dans ce championnat, et essayer peut-être un jour de le gagner, ce qui aurait déjà été incroyable pour moi. Mais pas plus que ça. Qu'est-ce qui explique qu'aujourd'hui, tu réussisses aussi rapidement? Et ma question est, est-ce qu'il n'y a pas justement une ligne directrice entre ton côté entrepreneur par rapport à ton passé et ton côté sportif de haut niveau? Est-ce qu'il y a une compétence particulière commune que tu attribues au sport auto? Je pense que tout est un peu lié parce qu'en dehors aussi donc, du sport auto, de mon activité professionnelle, j'ai toujours fait beaucoup de sport et j'ai démarré professionnellement. J'étais d'abord coach sportif, préparateur physique. J'ai eu une licence STAPS à la faculté de Nice. Donc j'ai toujours fait beaucoup de sport et j'ai aimé tous les sports. Donc déjà, le fait de faire beaucoup de sports différents quand tu es ado à nouveau, je pense que tu acquiers plein de mécanismes, même au niveau des réflexes, de l'équilibre, de l'endurance, du sprint, de plein de choses différentes qui font que déjà, physiquement, ton corps est habitué déjà à plein de ressentis. Et le sport auto, finalement, c'est un vrai sport. On ne se rend pas compte, mais quand on est dans un baquet, on va vraiment subir quand même des forces, des jets. Donc des jets latéraux, des jets longitudinaux aussi, etc. On va dire que c'est ton corps qui subit une poussée vers l'avant, vers l'arrière, vers les côtés. Et donc forcément, il faut aussi être bien gainé au niveau de ton corps pour pas trop subir les jets de la voiture. Il faut aussi savoir freiner assez fort. On se rend pas compte, mais dans une voiture de course, t'as pas d'assistance, comme une voiture de série finalement, où tu vas freiner doucement, sans appuyer fort sur la pédale, et tu auras une grosse assistance qui va faire que tu vas freiner fort. Une voiture de course, t'as pas d'assistance, donc il faut freiner vraiment très fort avec ta pédale de frein. Donc les premiers championnats que j'ai fait, comme la Lamera Cup, il n'y avait pas d'ABS. Donc il fallait quand même freiner en dosant un petit peu, parce qu'en plus, il y avait des pneus de route, des pneus de série. Plus tard, quand tu passes dans des voitures de course bien plus puissantes, là, tu as un ABS, en général. C'est pas toujours le cas, mais en tout cas, en GT, tu as un ABS, mais tu n'as pas d'assistance. Et donc là, il faut mettre des pressions jusqu'à 120, 130 bars dans la pédale, ce qui est une force colossale. On ne se rend pas compte. Mais c'est-à-dire qu'à l'arrêt, tu veux mettre 120 bars, tu n'y arrives quasiment pas, sur un minimum de sport. Donc, il y a quand même une dimension physique aussi qui est là en sport auto, qui n'est pas principale, mais il faut un minimum de physique pour pas trop subir la voiture et faire ce que tu voudrais faire avec la voiture. Mais voilà, on va dire donc que c'est ça et le côté aussi cérébral, parce que malgré ce qu'on peut penser, le sport auto, c'est pas tu débranches le cerveau et tu vas le plus vite possible. Ça peut marcher. Il y a des pilotes qui sont très bons des fois sur un tour, mais qui vont pas être bons après en course parce qu'ils vont faire beaucoup trop d'erreurs, parce qu'ils vont conduire beaucoup plus à l'instinct et sans trop réfléchir à chaque étape. Bon, on va dire que c'est plutôt l'opposé. J'ai toujours été très réfléchi, même si j'aime prendre des risques, c'est toujours de manière réfléchie. Et le sport auto, c'est un peu pareil. Donc en fait, tu vas construire un petit peu ta confiance en toi, dans la voiture, etc. Donc les premiers tours, je peux être des fois lent, mais chaque tour, je vais passer un step de plus en plus loin, tant que je suis, on va dire, confortable dans la voiture, jusqu'à pousser la voiture à un maximum assez rapidement. Mais il y a des pilotes qui vont arriver dès le premier tour
et être directement à fond parce qu'ils ont une confiance incroyable en eux et en la voiture, mais ils vont souvent faire plus de fautes et souvent plus se sortir malgré tout, parce que quand tu es comme ça sur un fil dès le début, le moindre petit truc que tu n'as pas maîtrisé, que tu n'as pas anticipé, tu vas le subir. Que moi, c'est plutôt mettre mes étapes au fur et à mesure pour pas prendre le risque de mettre la voiture dehors, déjà parce qu'on parle encore une fois d'argent malgré tout. Il y a aussi passer beaucoup de temps perdu en essai par exemple. Donc moi, je suis assez réfléchi et je me rapproche après de ma limite, mais une fois que je suis confortable dans la voiture. Et après, je peux enchaîner les tours vraiment à un niveau élevé parce que tout a été acquis et je sais ce que je dois faire. Donc, on va dire que je fais très peu de fautes après en course ou en qualif parce que j'ai construit cette confiance-là, si tu veux. Donc, c'est une approche, on va dire, un peu presque mathématique parce que vraiment, la voiture, c'est aussi un peu des maths. Tu as des points de repère, des points de freinage, tu sais à peu près à quelle vitesse il faudrait passer dans le virage. Forcément, tu vas tester de plus en plus loin ta limite. Mais j'ai une approche assez organisée comme ça. Donc, des fois, ça peut aussi peut-être me porter préjudice en termes d'attaque pure sur un tour ou autre. Par contre, sur une course d'endurance, je suis très très constant et je fais pas beaucoup de fautes. C'est ce qui est aussi important quand tu es un pilote GT. Parce qu'en GT, tu as aussi bien du sprint, des courses rapides de 20, 30 minutes, 1 heure, que des courses de 24 heures en fait. Ok. Alors sur Icon, j'aime bien mettre en lumière le côté sportif, performance. Quand je reçois des sportifs, dernièrement, je recevais William Loussala, qui est un champion de MMA incontesté en 93 kilos. Aujourd'hui, je pense que tu as une approche à la fois, comme tu le disais, cérébrale, mais sportive équilibrée par rapport à ta formation STAPS. Quand tu rentres dans l'arène, sur le circuit, quand tu mets ton casque, qu'est-ce qui se passe ? Tu visualises le circuit. Est-ce que, comme certains tennisman qui vont entraîner leur mental à travers une visualisation du jeu, etc., et entre guillemets une victoire déjà faite, est-ce que tu vas visualiser un circuit? Est-ce que tu vas rentrer dans le circuit avec déjà une visualisation de tes points d'accroche et que tu vas potentiellement gagner la course? Comment ça se passe? Alors moi, au fur et à mesure que j'ai démarré le sport auto, je me pose de moins en moins de questions et je fais tout assez naturellement, avec très peu de pression, même quand c'est du haut niveau, parce que j'ai acquis une certaine confiance dans mes capacités. Donc on va dire que mon approche entre maintenant et mes débuts en sport auto est quand même très différente. Au début, quand tu commences la première année ou les 2 premières années de course, tu te sens un petit peu presque un imposteur. Tu te dis finalement, tu es là, est-ce que vraiment c'est ma place? Est-ce que j'ai le niveau? Donc tu te remets un peu en question, donc tu as beaucoup plus de stress avant de te mettre dans la voiture, parce que tu as aussi peur de faire une sortie, de faire une erreur, de crasher la voiture. Donc forcément au début ça te met un peu en tout cas pour moi ça m'a mis vraiment un petit peu des barrières en disant ok, va pas trop loin proche de la limite parce que t'es pas sûr de pas faire une erreur. Parce que j'étais pas sûr de moi de pouvoir à la limite contrôler la voiture et pas faire une erreur. Donc tu as un calcul du risque d'une certaine manière. Calcul du risque était plus lié aussi au côté financier. Parce que quand je démarre ma première année en sport auto, je mets l'argent qu'il faut. Donc là, la Meracube, on parle à l'époque d'environ 50 000 euros hors taxe. D'accord. Ce que ça pouvait coûter à l'époque. Ok. Donc c'est déjà une grosse... Là, on est en quelle année? Là, on est en 2016. Là, on est en 2016. Toute première année de sport auto. Donc c'est quand même une somme non négligeable. Oui. Et en sport auto, dès que tu vas être dans la voiture, que ce soit toi qui fasses une faute ou que quelqu'un te rentre dedans, que tu y sois absolument pour rien, c'est à toi de payer les réparations de ta voiture. Donc c'est assez compliqué à expliquer aux gens. C'est pas comme sous la route, tu as un constat, si tu n'es pas en faute, tu ne payes rien, ou ta franchise, c'est tout. Là, pour le coup, t'as beau ne pas être en faute, quelqu'un te découpe littéralement la voiture elle est à mettre à la poubelle, c'est toi qui dois payer les réparations de la voiture. Donc, pour reprendre tes propos pour nos auditeurs, tu te craches dans une barrière, tu vas sortir les sous de ta poche. C'est ça. Donc en sport auto, en général, les voitures sont assurées, sauf que là, la franchise d'assurance d'une voiture en sport auto, elle est élevée. En l'Amera Cup, je ne sais plus exactement, ça peut peut-être être 4-5 000 euros. Je dis les chiffres, c'est pas sûr de moi, mais peut-être par là. Et plus tu montes, plus les voitures sont chères, plus la franchise monte. Les championnats que je fais en GT3 maintenant, on parle d'environ 30 000 euros hors taxe de franchise. Donc si tu casses la voiture pour moins de 30 000 euros, tu payes 10, 15, 20 000 euros de réparation et il n'y a pas de franchise. Tu casses la voiture pour 50 000 euros, tu vas payer 30 000 euros et c'est tout. Mais si tu casses la voiture pour 300 000 euros, ce qui est possible avec une voiture GT3 par exemple, en général les voitures sont assurées peut-être autour d'une GT3 qui vaut peut-être 400 000 euros en prix d'achat tout compris. Peut-être qu'elles sont assurées pour 120, 130, 150 000 euros. Parce que c'est quand même la majorité des accidents, et c'est des accidents importants,
mais avec cette somme-là, tu arrives à réparer la voiture. Maintenant, si la voiture, elle est complètement morte, eh ben, ça suffit pas. Donc là, tu vas payer ta franchise, 30 000 euros. Tu ne payes pas de 30 000 à 150 000. Et s'il y a encore 50 000 euros de réparation en plus, tu les payes. Donc tu auras payé 30 plus 50, tu auras payé 80 000 euros, par exemple. Sur les derniers championnats chez Lambo, combien ça coûte une voiture ? Donc moi, j'ai fait 2 championnats en Lamborghini. Tu as le Super Trofeo. Là, c'est une course que de Lamborghini. Tout le monde a la même voiture. Et c'est que l'équipe avec les réglages et le pilote qui font la différence. Donc c'est un championnat, on appelle ça monotype, où c'est une voiture dérivée de la série. Quand on parle d'une Lamborghini, on parle quand même d'une voiture d'exception, qui a un arceau, qui a les éléments de sécurité, qui est vidé, etc. Mais ça reste au départ une voiture de route adaptée à la course. Donc là, l'ancienne version, donc la Huracan, la Huracan Super Trofeo, il fallait compter 260 000 euros hors taxe pour la voiture, auquel tu dois rajouter après des fois donc des pièces en plus. Adapté circuit. Voilà. En fait, toi, la voiture, elle est livrée avec des suspensions, des amortisseurs, des ressorts, etc. Si tu veux avoir d'autres ressorts pour d'autres circuits, pour adapter la voiture à différents circuits, tu vas devoir payer chaque fois d'autres amortisseurs, etc. Donc au final, il faut au moins 20-30 000 euros de pièces quand tu démarres, quand tu fais de la compétition. Quand tu fais que du track day, tu fais juste plaisir sans compétition, la base te suffit. Mais si tu veux faire de la compétition et réussir, il va falloir après acheter des éléments en plus pour pouvoir avoir différentes options de réglage. Donc sur cette base-là, tu es à minima à 250 000 euros hors taxe. C'est même quasiment à 280 000 euros avec un peu les pièces, etc. hors taxe. Mais en général, et c'était mon cas, en sport auto, je ne vais pas acheter la voiture. Moi, je vais louer la voiture à une équipe finalement. En fait, tu loues ton baquet. Et en général, en GT, tu es souvent entre 2 à 4 pilotes. C'est souvent en fait des championnats où tu roules en équipe avec un équipier ou plusieurs équipiers. Donc, par exemple, le Super Trofeo, en général, tu es 2 équipiers. Donc, toi, tu vas louer... Imaginons que la location de la voiture pour l'année, c'est 50 000 euros. Toi, tu vas payer peut-être 25 000 euros et ton équipier 25 000 euros pour louer la voiture. Et après, forcément, ça coûte des frais à l'équipe de déplacer la voiture, des frais d'essence, de pneus, d'inscription et j'en passe. Donc, à la fin, en fait, normalement, chacun paye sa part du budget pour la saison. Mais toi, tu n'es pas propriétaire de la voiture. Parce qu'en plus, moi, chaque année, j'ai quand même souvent changé aussi de championnat, de voiture, etc. Et tu n'as pas à gérer la contrainte logistique de tout ça. C'est l'équipe qui s'en charge pour toi. On parle de quel prix pour une saison ? Donc, en Super Trofeo, je pense qu'il y a différents niveaux de prix selon l'équipe dans laquelle tu évolues aussi. Donc, ça peut quand même monter de 20% le coût. Mais on va dire que je pense que là, le prix, ça va être entre 280 et 350 000 euros hors taxe la saison, à diviser en 2. Voilà. Donc c'est à peu près, je pense, le coût de la saison. Ça dépend aussi de ce que si tu as à faire beaucoup de séances d'essai. Parce que si tu fais que les 6 courses du championnat sans préparer en amont avec des séances d'essai pour régler de la voiture et te régler toi aussi en tant que pilote, tu as peu de chances quand même de gagner. Parce que plus tu vas faire d'essais, plus tu vas être toi à l'aise en tant que pilote et plus la voiture va être aussi performante. Donc voilà, donc après le prix va aussi monter si tu fais plus d'essais que ce qui est compris. Comment ça se passe la veille d'une course ? Est-ce que tu as un petit cérémonial, des gris-gris peut-être, une préparation particulière ? Est-ce que tu es quelqu'un qui dort beaucoup ? Et j'aime souvent faire le parallèle entre la préparation mentale et physique sur Icon. Comment ça se passe au niveau mental quand tu prépares une course ? Est-ce que tu pratiques la méditation ? Est-ce qu'il y a comme ça des activités satellites que tu pratiques pour te préparer au mieux à la course ? Alors moi, je ne suis pas la bonne personne pour répondre à tout ça parce que ça ne m'arrive pas du tout. J'ai aucune superstition, je n'ai aucune préparation particulière, ni mentale, ni autre. Donc forcément, physiquement, surtout maintenant en vieillissant un petit peu, tu vas faire un minimum de mouvements, d'assouplissement des épaules, etc. Et un peu de dynamique, juste pour quand tu montes dans la voiture, tu dois attaquer directement un relais, que ton corps soit déjà un peu préparé à l'effort. Parce que plus tu vieillis, forcément, plus tu dois prendre soin de ton corps aussi. Donc c'est plutôt un petit échauffement avant de monter dans la voiture, mais j'ai aucune routine, j'ai pas d'outils, et j'ai jamais travaillé le côté mental. Je n'ai jamais ressenti le besoin. En fait, depuis que j'ai démarré en sport auto, c'était toujours bien passé, j'ai toujours fait les choses à peu près bien. Rarement eu beaucoup d'accidents ou de gros accidents. Et je sais assez bien quoi faire. Tu vas me dire, tous les pilotes, c'est un peu pareil. Oui,
Mais il y en a qui ont peut-être beaucoup plus stressé que moi. Finalement, je stresse plus. Alors, je stressais quand même plus au départ, faut pas se mentir. Les premières années, tu stressais, mais encore une fois, c'était plus le côté d'avoir peur de casser la voiture, plus que finalement le résultat. Parce que en démarrant tard aussi, j'ai aucune pression du résultat, puisque c'est que moi qui vais financer mes saisons. Après, au fur et à mesure, j'ai eu des sponsors aussi qui m'aident à financer mes saisons, mais j'ai aucun espoir d'être un jour un pilote pro qui soit payé pour faire du sport auto à cause de mon âge et parce que j'ai démarré très tard le sport auto. C'est pas une question de talent, c'est une question principalement d'âge finalement. Parce que quand tu t'es une équipe, tu as le choix entre un pilote qui a 18 ans ou moi qui ai 42 ans. Même si le jeune de 18 ans est un peu moins fort, a moins d'expérience, ils se disent « Ok, on va pouvoir le former et l'amener à un niveau peut-être très élevé. » Moi, j'ai beau des fois être meilleur que ces jeunes-là, avoir plus d'expérience, le fait d'avoir 42 ans, ils n'arrivent pas à se projeter sur moi, sur le futur. Pour autant, moi, ça fait 10 ans où chaque année, je progresse. Mais je pense que je suis un cas un peu particulier. Je pense qu'en général, quand tu vieillis, tu vas plutôt régresser en termes de vitesse dans une voiture. Mais moi, vu que c'est assez nouveau et que je travaille beaucoup, malgré tout, je travaille beaucoup sur les week-ends de course. J'aime beaucoup m'impliquer avec la voiture, le réglage, avec mes équipiers, à la vidéo, voir qu'est-ce que je peux améliorer. Donc là, ça m'aide aussi à progresser. Malgré tout, physiquement, je suis toujours en très bonne forme parce que je me maintiens physiquement. Ça me plaît d'être en forme physiquement pour moi-même, en dehors même du sport auto. Donc ça m'aide à garder une bonne vitesse et à continuer de progresser. Mais on va dire que une équipe à niveau égal va toujours prendre un jeune pilote. Donc moi, je suis un peu coincé avec ça, mais je ne suis pas à plaindre parce que je fais déjà des trucs qui sont tellement incroyables. Si on m'avait dit il y a 10 ans où j'en serais maintenant, ça paraît complètement insensé, improbable, impensable. Et mes premières années de course, je me disais toujours, mais qu'est-ce que je fais là ? En fait, ça me paraissait toujours un peu être un imposteur qui passe de l'autre côté de l'écran, parce qu'on avait toujours suivi les courses à la télé en voyant des noms incroyables, et me retrouver dès ma deuxième année en 2017 en championnat de France à me battre contre des mecs que je voyais à la télé, qui ont fait les 24 heures du Mans, etc. Ça me paraissait improbable. Et surtout d'être à leur niveau, en fait. Je veux dire, ma deuxième année en course de ma vie, ma première année en championnat de France, c'est déjà le top niveau français. J'ai gagné une course au classement général en étant un pilote amateur, devant des pilotes pros aussi. Et là, je ne savais pas trop l'expliquer. C'était complètement irréel, insensé. Et donc, c'est pour ça que j'ai du mal à me projeter encore maintenant, finalement. D'être toujours un petit peu à me dire qu'est-ce que je peux faire de mieux que ça, en fait. Stéphane, est-ce que tu peux nous parler de ton palmarès sur ces 3 dernières années pour nos auditeurs qui découvrent, pour certains peut-être, le sport auto? Comment ça s'est passé les 3 dernières années et quel titre as-tu gagné? Oui, donc de 2024 principalement, c'était une bonne année pour moi où j'ai roulé principalement en Lamborghini. J'ai fait 3 championnats différents, donc toujours le championnat Super Trofeo Lamborghini, c'est un championnat d'Europe. Il faut bien savoir que on n'a pas expliqué ça auparavant, mais quand tu es pilote en circuit, tu as 4 classifications de pilotes. Tu as les pilotes qui sont appelés bronze, c'est les pilotes amateurs, gentleman driver, qui ont en général une activité professionnelle. Ce qui est mon cas, et ce qui a toujours été mon cas quand j'ai démarré le sport auto. Donc en général, là tu es le pilote bronze au niveau FIA. Après, tu as les pilotes silver. En général, c'est des pilotes qui ont entre 16 ans et 30 ans, qui veulent devenir pilote pro, qui sont toujours, dans les 2 cas, quand tu es pilote bronze et pilote silver, tu dois amener de l'argent via toi ou tes sponsors pour rouler. Après, tu as les pilotes gold. Eux, c'est des pilotes qui sont pros, qui sont reconnus, mais qui ne sont pas affiliés à une marque. Donc, ils peuvent rouler pour n'importe quelle marque. Finalement, ils n'ont pas de contrat avec une marque. Il y en a qui arrivent à se faire payer en tant que pilote gold, d'autres qui n'arrivent pas à se faire payer. Il y en a même qui vont même payer une partie de la saison, en général avec des sponsors, pour pouvoir rouler à ce niveau-là. Et après, il y a les pilotes Platinum. Là, c'est les pilotes vraiment qui font les championnats du monde, que ce soit de F1, en rallye, même la F2, et tous les champions aussi en GT et en endurance. Donc en général, c'est aussi des pilotes qui sont payés par des marques, donc des pilotes officiels Ferrari, Lamborghini, Audi, Porsche, et j'en passe. Eux, c'est leur métier finalement d'être pilote de sport auto, et indépendamment des sponsors, ils sont payés par une marque. Voilà. Donc en championnat de France,
Donc là, on parlait plutôt, on parlait de la Lamborghini Super Trofeo. Ouais. Donc il faut savoir qu'il y a 4 catégories dans le championnat d'Europe Super Trofeo. Donc tu as les pilotes pro. Ouais. Donc là, c'est 2 pilotes qui sont considérés comme pro, mais pro en Lamborghini, c'est dès que tu es un silver, tu es considéré comme un pilote pro. Ok. C'est un pilote qui veut en faire son métier finalement. Ok. Après, tu as le Pro-Am. Donc là, c'est un pilote pro qui partage son volant avec un pilote amateur comme moi. D'accord. Tu as la classe Am-Am. Donc là, c'est 2 pilotes amateurs. Et tu as une classe qui s'appelle LB Cup. Là, c'est vraiment les personnes qui sont peut-être aussi un peu plus âgées et qui veulent quand même faire une petite compétition entre eux. Mais donc, ces quatre catégories-là roulent dans la même course et roulent en même temps. Voilà. Donc, ce championnat Super Trofeo, en 2024, on est monté jusqu'à 52 voitures sur la grille de départ. On a roulé notamment aussi en ouverture des 24 heures du Mans, donc sur le grand tracé. Donc c'était assez incroyable de se retrouver à quasiment 300 km/h avec le même public que les 24 heures du Mans. Ça, c'était aussi une bonne expérience. Et donc moi, j'ai roulé en 2024 avec un équipier qui était aussi amateur, qui est italien. D'ailleurs, je roule toujours avec lui. C'est ma 3e saison maintenant avec lui en sport auto. Et en 2024, on a été champion d'Europe, Super Trofeo, en catégorie amateur. Pour autant, j'ai aussi mené des courses au classement général, donc devant des pilotes pros. Voilà. En parallèle, j'ai fait aussi le championnat d'Italie avec la même voiture, la Super Trofeo. J'ai été aussi champion d'Italie Super Trofeo, on va dire, au classement général pour le coup. C'est-à-dire que là, toutes catégories confondues. Ça veut dire qu'en fait, il t'est arrivé d'être mieux classé que des professionnels ? Ouais, ça m'arrive régulièrement en fait de rouler contre des pilotes pros. Alors on parle de pros, surtout des pilotes silver. Oui. Donc ce sont des semi-pros, des jeunes qui veulent être pilotes professionnels. D'accord. Plus tard. Mais dans ces mêmes courses, des fois il y avait des pilotes gold, donc des vrais pilotes pros, que j'ai pu aussi être devant eux dans sur des courses, sur une qualification, etc. Donc j'ai été champion d'Italie et j'ai fait aussi un championnat d'Italie en GT3 Endurance. Donc là c'est une autre ligne de voiture finalement. Et là, on était en phase d'être dans les 3 premiers du championnat. Et à 3 tours de la fin, mon équipier a eu une touchette, donc on a fini plus loin. Et bon, c'est quand même une saison où j'ai été donc champion d'Europe, champion d'Italie. Sur 3 championnats, c'est déjà incroyable. Comment tu expliques qu'en tant que pilote amateur, en concurrent avec des pilotes pros, tu arrives à être mieux classé, à arriver devant eux ? C'est quoi ton talent ? Comment tu fais pour arriver à ces performances-là ? Donc, sois d'accord, il y a quand même beaucoup de pilotes pros qui vont être meilleurs que moi. Maintenant, pour des pilotes silver, donc des pilotes qui sont semi-pro, oui, j'arrive à être à ce niveau-là. Je pense encore que mon approche assez mathématique, finalement, en fait, mon niveau fait que monter progressivement, mais chaque chose qui est acquise, finalement, pour moi, ça reste... je vais toujours aller au-delà, en fait. Je ne vais jamais trop régresser. En tout cas, pour l'instant, tant que je suis encore en forme physique, etc. Parce que je pense qu'en fait, c'est juste de l'acquis. Tu cherches toujours une marge de progression d'une certaine manière. Constamment, oui. En fait, ça me plaît. En fait, j'ai déjà beaucoup de chance d'être là où je suis. Donc moi, sur un week-end de course de 3 jours, pour moi, c'est absolument pas une corvée, c'est un plaisir d'aller travailler après avec l'ingénieur, de regarder les différentes données télémétriques. En fait, tu vas voir tes courbes par rapport à tes meilleurs tours, par exemple. Tu vas pouvoir te comparer avec ton équipier, te comparer avec d'autres pilotes de la même équipe que toi, voir où est-ce qu'ils ont pu être meilleurs que toi. Donc tu te remets en question. Tu te dis, ok, s'ils freinent 10 mètres plus tard que moi, c'est forcément que je dois pouvoir y arriver. Donc la séance d'après, tu vas essayer de freiner plus tard. Donc c'est hyper enrichissant, hyper intéressant en fait de travailler là-dedans. Et tu vas travailler aussi avec la vidéo, où là, visuellement, tu vas voir ce que fait ton équipier ou un pilote de la même équipe que toi. Tu vas voir un peu ce qu'il fait et tu vas te dire, ah oui, là, j'avais pas pensé à ça. C'est rarement en termes de trajectoire, c'est plutôt en termes de vitesse d'entrée dans le virage, de voir où est-ce qu'il peut accélérer, etc. Donc, si tu as envie de travailler, tu peux passer 5-6 heures tous les week-ends à analyser de la télémétrie, des vidéos, pour essayer de gratter les petits détails. Parce que c'est les championnats, il y a quand même beaucoup de compétitions. En général, en 1 seconde, tu as une vingtaine de voitures. Donc forcément que chaque dixième compte, même au niveau de ton poids aussi, que ce soit pour la voiture, au niveau de toi physiquement. Donc chaque détail compte. Donc, mais moi, c'est un plaisir d'aller travailler. Il y a des pilotes qui ont du mal, qui n'aiment pas, qui aiment juste conduire et qui n'ont pas beaucoup envie de passer du temps derrière un ordinateur à apprendre. Mais moi, finalement, j'ai commencé derrière un ordinateur avec un simulateur et j'ai commencé en n'y connaissant strictement rien en réglage à devoir régler ma propre voiture sur un simulateur où tu vas quand même essayer un peu de lire
des informations, essayer de te renseigner comment ça marche, essayer de comprendre. Après, tu fais des essais finalement. Tu essaies de changer une barre anti-roulis, donc c'est un peu de technique, mais on va dire sur la voiture, tu as une barre anti-roulis à l'avant, une barre anti-roulis à l'arrière, et tu peux plus ou moins durcir ces barres-là, et selon que tu durcisses l'avant ou l'arrière, ta voiture va peut-être mieux tourner, etc. Bon, je ne vais pas être dans la technique, c'est pas le but d'aujourd'hui, mais on va dire que tu as énormément de points dans une voiture sur lesquels tu peux ajuster les choses et qui vont t'aider à avoir une voiture qui te correspond, une voiture qui va être plus rapide, une voiture où tu vas être confortable et tu vas pouvoir pousser plus loin ta limite, si tu veux. Donc pour moi, je trouve que c'est passionnant et d'avoir pu le faire tout seul derrière un ordinateur, là, le faire dans le réel avec des ingénieurs qui sont là aussi pour t'aiguiller, pour t'aider, pour moi, c'est juste du bonheur. Donc c'est ça qui me fait que je progresse, c'est le côté travail. Et chaque fois, en fait, j'en apprends de plus en plus. Et il y a aussi le fait que depuis 2024, je fais beaucoup de championnats. Parce que quand j'ai commencé le Sport Auto en 2016 et toutes mes premières saisons, je faisais un championnat. Oui. En général, c'est 6 courses dans l'année. En général, je faisais 1 ou 2 séances d'essai dans l'année et c'est tout. Donc forcément, quand tu fais une course au mois d'avril, une course au mois de mai, et puis après, tu attends des fois le mois de septembre pour en faire une, et sur une course en championnat de France, en gros, tu avais 2 séances d'1 heure d'essai à diviser en 2 pilotes. Une séance qualif et 2 courses de 1 heure, mais à nouveau divisées en 2 pilotes. Donc au final, tu roules vraiment pas beaucoup. Donc forcément, quand tu passes de ça à 2024, où là, de mémoire, je crois que j'ai dû faire 14 week-ends de course, dont 10 week-ends dans la même voiture, la même équipe, avec peut-être 10 journées d'essai, que forcément, quand on donne accès à tous ces outils, finalement, à plus de roulage, si tu as envie d'apprendre, forcément, tu vas t'améliorer. Donc, depuis 2024, je roule beaucoup plus, grâce à mes performances aussi, grâce à mes sponsors. Et donc, plus tu roules, plus tu progresses. Voilà. Donc là, maintenant, en 2026, je vais faire 20 week-ends de course dans 5 championnats différents, dans 3 voitures différentes. Ça me paraît toujours improbable de dire ça. Alors c'est ça qui est incroyable, Stéphane, parce que pour que comprennent nos auditeurs, en fait, comme on dit, sky is the limit. Est-ce qu'à 10 ans, tu t'imaginais un jour arriver, quand tu regardais la télé et que tu suivais tes idoles au volant de supercar ou autre, est-ce que tu pensais arriver à ce niveau-là et derrière les écrans? Non, mais je pensais jamais passer du passionné spectateur qui regarde la télé à acteur. Parce que ça me paraît tellement inaccessible pour moi, en n'ayant pas de famille dans le sport auto, ni des moyens démesurés pour démarrer même du karting finalement, que je me suis jamais mis en tête qu'un jour je le ferais. J'avais toujours rêvé comme plein de gamins, mais sans penser avoir une chance d'y arriver. Donc forcément, quand j'ai commencé à me dire, ok, finalement, c'est pas inaccessible de démarrer le sport auto, déjà pour moi, ça commençait déjà à devenir un rêve qui pouvait se concrétiser. Et ma première saison en 2016, là, ça y est, pour moi, c'est l'aboutissement de ma vie. Je suis dans une voiture de course, je peux rouler dans une voiture de course, déjà avec des voitures très sympas, parce que 320 chevaux pour 900 kilos, ça marche déjà vraiment très très bien. Donc moi, quand je roule là-dedans, la première année, ça y est, j'ai réussi ma vie, j'ai réussi mon rêve, et je pense pas à plus. Tu penses pas à plus, c'est-à-dire que tu savoures le moment pleinement, mais à aucun moment tu te dis j'ai un talent particulier et je veux aller plus loin. Je me rends compte rapidement dans ce championnat-là que je suis plutôt bon, mais ça reste un championnat typé amateur, donc tu te dis pas malgré tout que tu vas avoir un niveau pour faire un championnat de France, un championnat d'Europe. En fait, pour t'expliquer ce qui s'est passé, c'est que ma toute première course, c'est à Barcelone. Donc je débarque, je connais rien à rien. L'organisateur du championnat me dit, tu vas rouler avec cette équipe-là. En l'occurrence, c'était ETC Racing. Je roule pour eux, j'arrive là, je les connais pas. Donc là, on fait connaissance. Je leur explique que j'ai jamais fait de sport auto avant, que j'ai fait du simulateur. Mais bon, on est en 2016, le simulateur, c'est pas encore très répandu. Et là, l'équipe et mes équipiers que j'avais, que je connaissais pas non plus, ils disent, mais t'inquiète pas, tu débutes, on va t'aider, on va t'aiguiller, on est là pour t'apprendre. C'était pas un souci. Parce que c'est vraiment le but du championnat, c'était de former des gentleman drivers à se faire plaisir. Et c'est tout. Après, la notion de résultat, elle est là pour le plaisir, mais c'est un bonus. C'est pas du tout un aboutissement. Et en fait, dès les premiers tours de roue dans la voiture, je me dis finalement que ça y est, je suis assez à l'aise, j'ai pas vraiment peur. Et sans me rendre compte, déjà, mes chronos sont déjà très bons. À tel point qu'avant même les qualifications de la première course, je suis plus rapide de 2 ou 3 secondes par rapport à mes équipiers qui avaient déjà fait le championnat l'année dernière, si tu veux. Ça, tu en as pris conscience ou c'est ton staff, ton managing qui t'a dit, voilà, Stéphane, regarde bien, tu sors un petit peu du lot?
En fait, forcément, tu t'en rends compte parce que les gens ne te connaissent pas. Tu leur dis que tu débarques, tu n'as jamais touché une voiture de course. Ouais. Et tu es déjà plus rapide que tes équipiers qui ne sont pas pros, qui ont commencé 1 an ou 2 avant, mais qui ont déjà un peu d'expérience. Et tu leur as dit juste avant que tu débutes complètement. Donc, tout le monde, et moi le premier, on est surpris. Et on a un peu de mal à expliquer. D'ailleurs, ils ne m'ont pas cru. Hein. Quand je leur ai dit que j'avais jamais roulé, ils m'ont dit « Attends, mais tu te moques de nous, tu as déjà fait des choses avant, c'est pas possible. » Et moi, en plus, tu rentres là-dedans vraiment à petits pas, parce que c'est un milieu que tu connais pas, tu connais personne là-dedans, donc en plus, tu n'es pas encore trop à l'aise, donc tu es un peu intimidé, tu dis non, mais tu rougis un peu en disant non, mais je vous assure, j'ai rien fait d'autre avant, j'ai fait du simulateur, c'est tout. Voilà, donc au début, ils ont un peu de mal à me croire, mais finalement, ils se rendent compte que oui, c'est vrai, parce que j'ai rien inventé. Et il faut se dire que donc là, c'était des deux courses de 6 heures, ou quand même 2 longues courses. On gagne les 2 courses dans notre catégorie. Donc, première course de ma vie, je suis sur un podium à Barcelone, donc le même circuit que les pilotes de F1, sur le podium de F1 finalement, avec ma coupe, et j'ai gagné ma première course. Ma course dans notre catégorie, pas au classement général, mais déjà, c'est incroyable pour une première course d'être déjà premier, tu vois. Et toute la saison s'est passée comme ça, j'ai fait que progresser, jusqu'à faire des qualifications où je me classais des fois 2e du général. Donc, au niveau même avec des pilotes considérés pros dans ce championnat-là. Donc c'était assez incroyable d'arriver aussi rapidement à ce niveau-là. Et à la fin de l'année, donc on était champion de notre catégorie dans ces championnats-là. Donc pour moi, c'était déjà... je ne peux pas en rêver plus. Hein. La dernière course, c'est une course de 24 heures à Manicourt. Déjà, te dire que tu fais une course de 24 heures, comme les vrais à la télé, finalement, où tu roules de nuit, etc., c'était un plaisir incroyable. Et j'ai partagé en plus ce plaisir-là avec mon cousin, qui m'a rejoint sur 2 courses cette année-là, qui adorait aussi les voitures. On a toujours parlé de voitures avec lui depuis qu'on est gamin, à rouler un peu dans les RPI avec nos voitures de tous les jours finalement. Et là, j'ai démarré le sport auto. Je dis viens avec moi, essaie de venir trouver un peu de budget pour faire une course avec moi. Et on a fait 2 courses, dont les 24 heures de Manicourt à la fin. On a roulé ensemble. Et on est sur le podium. On gagne cette course-là dans notre catégorie avec mon cousin. C'était incroyable de le partager aussi avec lui, si tu veux. Mais à la fin du championnat, moi, je suis hyper content. Et je me dis, l'année d'après, je vais essayer de faire le championnat pour essayer peut-être de le gagner au classement général. Mais sans penser du tout que je peux faire un autre championnat. Et là, en fait, c'est le team manager de l'équipe qui me dit, Stéphane, on t'aime beaucoup, mais tu dois aller faire un championnat plus professionnel parce que tu as le niveau. Donc moi, quand il me dit ça, je me dis, mais enfin, t'es sûr de toi? Parce que moi, je vois pas comment je peux faire un championnat plus pro. Mais championnat plus pro veut dire aussi plus d'argent. D'accord. C'est toujours compliqué en sport auto, c'est qu'au final, tu veux passer un step de plus. En tout cas, tant que tu es un pilote amateur, comme c'est mon cas, plus il faut payer ou trouver des sponsors pour arriver à faire un championnat plus professionnel. Donc là, il m'a dit, il faut que tu aies fait le championnat de France directement dès ma 2e année. Voilà. Donc moi, j'ai du mal à croire à ça. Et il me dit, écoute, cet hiver, je vais te présenter un team manager qui va faire le championnat de France. Je vais lui parler de toi et essayer de voir avec lui. Et donc, je me retrouve à Isola 2000, parce qu'à l'époque, il y avait encore le trophée Andros, donc le trophée sur la glace, à rencontrer le team manager en question qui s'appelle Charlie. Et voilà. Et il me dit, écoute, j'ai entendu parler de toi, a priori, tu as un bon coup de volant. Donc, moi, je suis OK pour te faire rouler dans l'équipe. Tu gagnes tout, tu m'intéresses. Alors, à l'époque, je ne gagnais pas encore tout, mais je gagnais déjà mes catégories. Et vu que le championnat de France en 2017, il démarrait avec le championnat qui s'appelle GT4, donc c'est un peu compliqué, on ne va pas trop expliquer, c'est pas trop le but. Donc, c'est des voitures à nouveau de série, comme à l'époque, ça pouvait être des Porsche Cayman, ça pouvait être... à l'époque, il y avait quoi? Donc, il y avait une Ginetta. Moi, je jouais sur une Ginetta, c'est une marque anglaise, c'est un peu comme Lotus, une petite voiture légère. Et voilà, donc il y avait différentes voitures comme ça. Et il me dit, OK, on va rouler ensemble. Donc là, il faut quand même trouver, toi, de ton côté, le budget pour avoir le droit de rouler en championnat-là. Et je me dis, OK, c'est quand même ma passion. On me dit que j'ai le niveau pour le faire. Je vais mettre tout ce que je peux pour faire une saison en moins en championnat de France pour me rendre compte si j'ai le niveau ou pas. Et si j'ai pas le niveau, je retournerai en Lamera Cup. Et puis, c'est un point intéressant ce que tu dis, Stéphane, c'est est-ce qu'à ton sens, et pour certaines personnes qui évoluent très rapidement dans le milieu auto, il peut y avoir un blocage financier, c'est-à-dire que clairement pour nos auditeurs, tu peux avoir le talent évoluer très rapidement, mais à un moment, tu peux être confronté à un plafond de verre qui fait que par manque de moyens, voire de sponsoring, ta carrière prometteuse peut s'arrêter du jour au lendemain. Ouais, c'est complètement ça. Je pense qu'il y a plus de pilotes prometteurs qui ont dû arrêter leur carrière à n'importe quelle échelle, que ce soit du karting, du GT, de la F3, de la F2, de la F1, etc., par manque de moyens. Parce que c'est toujours plus finalement. Et t'as beau trouver des sponsors pour une saison,
c'est pas dit que l'année d'après, ils te suivent toujours. Et quand la saison de l'année d'après elle coûte peut-être 2 fois plus cher, il faut trouver encore d'autres sponsors. Donc c'est vraiment très compliqué. C'est ce que, en fait, en démarrant le Sport Auto en 2016, dans ma tête, je me dis, ok, le budget pour la Lamera Cup, je le maîtrise tout seul, j'ai besoin de personne. Donc je peux le faire sans avoir besoin de sponsors ou sans avoir besoin d'en faire un peu un métier. Parce que sinon, trouver des sponsors, c'est encore un autre métier. Tu vois. Voilà. Et est-ce qu'en mettant les pieds du coup dans le sport auto, est-ce qu'on t'avait prévenu, est-ce qu'on t'avait expliqué que ça pouvait coûter autant d'argent ? Oui, je le savais. Mais quand je débarque là-dedans, vu que je ne pense pas avoir le niveau pour faire tout ça, je me dis, ok, je vais dans un championnat où je maîtrise le budget et je vais me faire plaisir sans jamais penser que j'allais avoir le niveau pour faire autre chose. Et c'est le problème, mais en même temps, le rêve. Ouais. De dire, ok, bah maintenant, tu as le talent pour aller faire autre chose, donc ça, c'est cool. La contrepartie, c'est que moi, il faut trouver plus d'argent. Et ça que j'ai passé beaucoup d'hivers depuis 2016 à passer un nombre incroyable de coups de fil, de réunions, etc. pour trouver des sponsors, pour trouver de l'argent, pour aller plus loin. Et ça, c'est encore un gros point noir. Parce que moi, j'avais quand même mon activité professionnelle qui me prenait déjà beaucoup de temps. Le sport auto qui en prenait aussi un petit peu. Et de passer tout ton hiver à essayer de démarcher des sponsors, c'est pas un truc qui est très agréable non plus. Et c'est très compliqué d'en trouver, surtout en France. Enfin, combien ça coûte une saison auto en pro aujourd'hui ? Est-ce que tu peux nous donner un chiffre approximatif ? Ça dépend vraiment, comme je t'ai dit, il y a vraiment plein de catégories différentes. Donc on va dire que la Lamera Cup, on va autour de 50-60 000 euros par pilote hors taxe. Championnat de France, ça va être autour de 100 000 euros. Et après, ça va aller jusqu'à 200, 300, 500 000 euros. D'accord. Voire encore beaucoup plus pour le championnat du monde, par exemple. Après, en général, ça dépend de ton niveau de pilotage. Tu vas essayer de le faire. Il y a des pilotes qui vont se financer entièrement par eux-mêmes. D'accord. Imaginons que tu as une grosse société qui a réussi. Tu es un pilote comme moi, bronze, amateur. Tu dis, ok, je fais les 24 heures du Mans. Il faut un minimum quand même de niveau. Mais si tu mets 3 millions sur la table, par exemple, bah, tu vas pouvoir faire tout le championnat du monde d'endurance, le WEC, et les 24 heures du Mans. Donc ça, c'est, on va dire quoi, c'est d'abord ton niveau de pilote, mais si tu as l'argent à côté, quasiment rien n'est impossible. Alors il faut un minimum de niveau, tu peux pas être un danger, etc. Mais vraiment, l'argent, c'est vrai que c'est quand même une grosse partie du problème en sport auto. Quel est le ratio sur les pilotes pros qui ont la capacité de sortir 400, 500 000 euros, comme tu nous l'as dit précédemment ? Quelle est la part de ces pilotes qui arrivent à se faire sponsoriser et la part qui arrive à sortir en fonds propres, sans donner de nom ? Mais à ton sens et par ton expérience, comment ça se passe ? Quel est le ratio ? Est-ce que tout le monde bénéficie d'un sponsor automatiquement sur ces sommes-là ? Alors déjà, il n'y a vraiment rien d'automatique. D'accord. Et ça dépend vraiment de ta classification. Mais en général, un pilote qui arrive à être un pilote pro, il est passé par les étapes d'avant, par le karting aussi, etc. Et il a forcément dû trouver de l'argent, soit par sa famille, soit lui-même, soit par des sponsors. Donc après, le niveau que tu as dépensé personnellement, il dépend de ton niveau de pilote. Mais aussi de tes contacts, de ton réseau, etc. Comment ça se passe justement ? Parce que par rapport, j'imagine, à tes résultats, à ton palmarès, tu vas avoir plus d'opportunités avec les sponsors qui vont venir te solliciter ou pas forcément ? Alors, je veux dire, en tout cas, en tant que Français, pas du tout. Pas du tout. Alors après, on parle, si tu es un pilote qui fait les 24 heures du Mans, la F1 ou autre, bien sûr que tu vas être sollicité. Mais je connais plein de pilotes qui ont vraiment beaucoup de talent, qui ont été champions d'Europe, champions du monde ou autre dans différentes catégories, qui ont dû arrêter leur carrière pour autant. Parce que c'est des sommes incroyables. Et en France, c'est très compliqué le sport auto parce que ça a une mauvaise image liée aussi à tout ce qui est politique, niveau écologie, etc. Donc c'est très compliqué de trouver des sponsors. On va dire qu'avant, il y a 30 ans, il n'y avait pas encore la loi E20. Donc tu avais des cigarettiers qui étaient là, tu avais des alcools qui étaient là. Donc eux, ils avaient des gros moyens pour faire du marketing. Donc on va dire que si j'avais eu ce niveau-là il y a 30 ans en championnat de France, aujourd'hui, je serais payé par une équipe. Parce qu'au final, à l'époque, tu avais les équipes qui allaient trouver des sponsors, voire des sponsors qui contactaient les équipes pour être partenaires. Et donc l'équipe avait une enveloppe et l'équipe allait trouver les meilleurs pilotes à mettre dans la voiture. Ces pilotes-là, ils étaient en partie, pour une partie, payés. Payés par donc finalement indirectement le sponsor en question. Après, donc, il y a eu la loi E20 qui est arrivée dans les années 90, je ne dis pas de bêtises, où là, plus le droit de faire de pub pour l'alcool ou des cigarettes. Donc ça enlève une énorme manne financière pour les équipes.
Mais à l'époque, il y a quand même beaucoup de sociétés, même ça peut être des assureurs, des banques ou plein de gros groupes qui allaient quand même sponsoriser du sport auto pour leur image. Quand même, moi, je me rappelle, dans les années 90, peut-être fin des années 90, il y avait le championnat de France qui passait en direct sur France 2 le dimanche. D'accord. Sur France 2. C'est incroyable. C'est le championnat de France, donc ça paraît inconcevable. Hein. Donc forcément, il y avait une grosse exposition, malgré tout, pour les sociétés. Et plus on a avancé, principalement au niveau écologie, finalement, plus les gros sponsors sont partis du sport auto pour aller sponsoriser d'autres sports censés être green, on va dire. Ça peut être du golf, de la voile, du basket, n'importe quoi, des choses qui ne polluent pas. Ouais. Là, au moins, ils n'ont pas à expliquer à des clients ou autres pourquoi ils vont sponsoriser une équipe de basket ou de la voile. Que en sport auto, il y aura toujours des gens qui vont dire mais vous sponsorisez le sport auto, c'est pas bien pour l'écologie, etc., etc. Okay. Donc en France, c'est compliqué. Maintenant, si tu es un pilote, on va dire allemand, anglais, américain, italien, il y a toujours beaucoup d'engouement autour du sport auto. Et je pense que c'est quand même beaucoup plus facile dans ces pays-là d'intéresser des sociétés pour faire de la pub, finalement, à travers le sport auto. Si tu te transposais par magie dans un autre pays, est-ce que tu penses que tu aurais pu avoir une évolution diamétralement opposée en Allemagne ou autre ? J'ai toujours eu la chance quand même d'arriver à faire des choses assez incroyables dans mon parcours. Maintenant, le dernier step qui pourrait me manquer en tant que pilote GT, c'est de faire le championnat du monde, le WEC et les 24 heures du Mans. C'est le dernier step vraiment que j'ai pas encore goûté. Et là, c'est compliqué parce que malgré tout, il faut trouver quand même des sommes qui sont encore plus importantes, même si j'ai des propositions pour faire le championnat du monde, pour faire les 24 heures du Mans. Même si on me propose des sommes bien moins importantes que ce qu'un pilote moyen bronze comme moi devrait amener, ça reste des sommes qui sont gigantesques. Donc là, en tant que Français, en tout cas pour l'instant, ça me paraît compliqué. Maintenant, il faut se dire quand même que le sport auto, une course comme les 24 heures du Mans, c'est une course où il y a 400 000 spectateurs sur le site qui sont là. Et tu as des centaines de millions de vues à travers le monde. C'est la seule course qui passe en direct sur une chaîne gratuite, en l'occurrence l'équipe TV, qui retransmet la course en entier. Alors que la F1, par exemple, ne passe pas en gratuit. Ça reste Canal+, c'est payant. Donc c'est un championnat et une course 24 heures du Mans où il y a des vraies retombées, je pense, médiatiques. Avec une grosse visibilité. Voilà. Surtout que si je le fais, ce serait pour faire bien les choses et pour essayer de gagner. Alors forcément, c'est très... En fait, il faut comprendre que les 24 heures du Mans, tu as deux catégories. Tu as les prototypes, les hypercars, où il y a Ferrari, Alpine, Peugeot, etc. qui roulent. Là, c'est que des pilotes pros qui sont payés par les marques. Et en même temps, tu as les voitures GT. Donc, c'est ma catégorie, finalement. Où là, en fait, une GT, c'est quoi ? C'est une voiture de route préparée pour la course. Là, c'est quasiment maintenant des protos. Mais en tout cas, visuellement, la voiture, c'est exactement une Ferrari 296, c'est une Lamborghini Huracan, c'est une Porsche GT3. C'est les mêmes voitures. Déjà, visuellement, tu peux... même si tu n'es pas un fin connaisseur du sport auto, tu peux identifier la marque. Une hypercar, une Formule 1, tu enlèves la couleur de la voiture, tu ne sais absolument pas si c'est une Ferrari, une Mercedes ou autre. Donc ça, c'est quand même aussi intéressant pour le passionné qui n'est pas forcément expert, qui va aussi pouvoir identifier ta voiture. Donc, au Mans, tu as les hypercars et les GT. Donc là, les GT, c'est un championnat où ils ont fait un peu exprès aussi pour trouver des pilotes qui vont financer en partie les voitures. Tu as dans le règlement uniquement en GT, donc tu as 3 pilotes qui font la course. Tu as le pilote gentleman bronze qui est obligatoire. Donc il faut trouver un pilote de ma catégorie pour rouler dans le championnat WEC. Tu as un pilote silver, donc qui est le pilote semi-pro. Et tu as le pilote qui peut être gold ou platinum, qui peut être un pilote officiel de la marque. Voilà. Donc en gros, c'est un mélange de ces 3 pilotes-là. Donc tu as 18 voitures qui font le championnat du monde d'endurance en GT. Donc tu as 9 marques et 2 voitures par marque. Encore une fois, Ferrari, Porsche, Aston Martin, etc. Et donc, il faut 18 pilotes de ma catégorie dans chaque voiture. Mais de plus en plus, maintenant, les vrais pilotes gentlemen, qui à l'époque auraient été des simples sponsors, des gens qui ont des très grosses boîtes pour certains, maintenant, ils ont vu qu'ils pouvaient aussi eux-mêmes piloter les voitures. Et donc, la plupart de ces gros sponsors d'avant se mettent à conduire les voitures. Et certains avec quand même suffisamment de talent pour pas être... pour vraiment avoir leur place dans le championnat. Voilà. Donc malgré tout, le jeu des équipes et des marques, c'est de trouver les meilleurs pilotes dans chaque catégorie. Et donc moi, je pense faire partie des meilleurs pilotes en catégorie bronze finalement. Donc je vais quand même intéresser des marques ou des équipes
Pour autant, si j'amène 0 € pour rouler, ils vont jamais me prendre. Donc, il va falloir trouver des sponsors, et plus tu trouves de sponsors, plus tu vas avoir des chances de trouver un baquet pour faire le championnat du monde et Le Mans. Voilà. Ok. Donc, c'est ça qui est très compliqué, et c'est ce qui fait que pour l'instant, je suis un peu coincé. Ouais. Alors, je vais pas me plaindre, je fais 20 week-ends de course dans des championnats incroyables, c'est génial. Ouais. Mais le dernier step qui me manquerait à faire en tant que pilote, que j'ai pas encore fait vraiment, c'est Le Mans. Et Le Mans, c'est tout ce cheminement-là pour y arriver. Stéphane, si aujourd'hui tu avais un jeune qui venait te voir, un jeune de 10 ans qui te solliciterait, qui aurait besoin de conseils, qui te dirait voilà, je pense avoir un talent dans l'automobile, explique-moi quelle est la recette et donne-moi des tips, donne-moi des conseils, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je ne dois pas faire de par ton expérience. C'est intéressant pour nos auditeurs. Qu'est-ce que tu lui dirais à ce jeune ? Faut se dire que sur mon compte Instagram, par exemple, j'ai beaucoup de demandes régulièrement. Parce qu'aussi, les gens n'ont pas forcément cette image-là, ne pensent pas finalement que peu importe ton niveau, presque, il faut constamment amener de l'argent, au moins via des sponsors. Donc là, c'est la première étape où les gens pensent que quand ils te voient finalement piloter à ce niveau-là, ils imaginent que tu es payé au fait. Ce qui n'est pas le cas, à part pour les pilotes vraiment pros, dont c'est le métier. Donc je vais pas être très rassurant, mais c'est très compliqué quand tu as 10 ans. Si tu as des parents qui ont les moyens, finalement, c'est assez facile. Il faut commencer par le karting, il y a différents championnats, et à toi de montrer ta valeur. Mais on va dire que même si tu n'as pas le niveau, tant que tes parents peuvent suivre financièrement, rien t'empêche d'aller jusqu'à la F2, on va dire, c'est avant la Formule 1. Tu auras peut-être dépensé, tes parents ont peut-être dépensé 3, 4, 5, 6 millions d'euros pour y arriver. À un moment donné, il faut quand même que tu aies un minimum de talent. Si tu es à 5 secondes des chronos, ça ne marchera pas. Même si tu n'es pas le meilleur, que tu es à 2 secondes des chronos, mais que tes parents ou des sponsors ou des réseaux financent, tu peux continuer finalement. Donc c'est ça qui est un peu bizarre dans ce sport, c'est que le talent est très important, mais c'est pas essentiel. Voilà. Si tu as les capacités financières pour suivre, tu peux y arriver. Donc c'est ce qui est compliqué. Et on va dire qu'il y a 30 ou 40 ans, quand il y avait encore beaucoup d'argent en sport auto via les marques, comme on a expliqué tout à l'heure, de cigarettes, d'alcool ou autre, tu avais des vraies filières qui étaient là, et tu pouvais ne pas avoir beaucoup d'argent, avoir suffisamment montré de choses en karting pour déjà, au moins, ne plus avoir à payer les prochaines saisons de karting. Alors, tu devras toujours prouver. Tant que tu es bon, finalement, les sponsors et les équipes te gardent. Dès que tu vas commencer à être moins bon, si tu n'as pas d'argent en plus, on va te mettre dehors. Mais tu auras quand même pu tenter, essayer, y arriver. Il y a plein de pilotes qui sont passés par là, qui n'avaient pas forcément d'argent, mais qui avaient du talent, mais qui ont pu se montrer via l'argent qu'il pouvait y avoir encore à l'époque en sport auto ou en karting. Maintenant, peu importe ton talent, tu as 10 ans, tu as beau être le futur Verstappen, si tu n'as pas un peu d'argent, tu ne pourras jamais rien faire en sport auto. C'était un peu mon cas. Moi, je pensais avoir un peu de talent, j'avais pas les moyens d'y arriver, donc j'aurais jamais dû démarrer le sport auto. J'ai pu le démarrer parce que j'ai réussi dans mon activité professionnelle, mais c'était un peu, pour moi, inespéré, honnêtement. Donc maintenant, quand tu n'as pas d'argent, j'ai envie de dire, le seul moyen d'essayer de faire quelque chose, c'est du simulateur. Parce que maintenant, le simulateur, c'est vraiment beaucoup développé. Et si tu prouves ta valeur en simulateur, c'est pas impossible à la fin de faire une compétition finalement via un simulateur pour peut-être commencer à faire une première course. Et j'ai eu plein d'exemples comme ça maintenant dans ma carrière. Il faut se dire quand même que Max Verstappen, maintenant, il a sa propre équipe de course en GT. Et son pilote phare, Chris Lulam, vient du simulateur. Alors lui, il a quand même fait du karting avant. Et après, il a été très bon en simulateur. Et il a eu sa chance de rouler après en réel. À l'époque, il y avait la GT Academy avec Gran Turismo, où là, il y a eu au moins 6 ou 7 jeunes qui ont gagné la GT Academy, qui ont pu démarrer le sport auto. Et moi, j'avais à l'époque, quand c'était dans les années 2010-2011, moi, je jouais sur e-racing. J'étais même organisateur d'un championnat francophone sur e-racing. Je jouais avec un pilote belge, avec qui on se battait toujours un petit peu devant. Ce pilote belge a acheté une PlayStation uniquement pour participer à la GT Academy. D'ailleurs, il y a un film qui est sorti, pas sur lui, mais en tout cas sur la même expérience. Il a gagné la GT Academy, donc sur 1 million d'inscrits dans le monde. C'est lui qui a été repéré, qui a été choisi. Donc là, il a été formé pendant 6 mois en Angleterre, à l'anglais, à la préparation physique, aux médias et bien sûr au pilotage. Et dès l'année d'après, dès le mois d'avril de l'année d'après, il était dans le championnat donc GT World Challenge, qui est le championnat le plus coté, le plus renommé en GT dans le monde. Championnat que je fais cette année d'ailleurs pour le coup avec une Mercedes.
Et je me retrouve en 2013 de mémoire à aller pour la première fois de ma vie voir une course de GT. Moi, j'habite à Nice, donc dans le sud. Ouais. Et donc là, la course était au Castellet. Et donc, je vais voir mon pote virtuel que j'ai jamais rencontré de ma vie. Je vais le voir 1 an avant, il était comme moi. Et 1 an après, il est pilote officiel Nissan en ayant gagné la GT Academy. Il se retrouve à rouler contre les meilleurs pilotes du monde. Alors que 6 mois avant, il n'avait jamais conduit de voiture quasiment en réel. Et moi, je me retrouve à aller le voir, être dans les box, voir tous les gens que tu vois à la télé, finalement, être avec eux, et voir mon pote, avec qui je roulais en jeu vidéo, avec qui j'avais à peu près le même niveau que lui, si tu veux, le voir là. Et ce qui est fou, c'est qu'en plus, il avait le niveau. Il faut se dire que l'année d'après, il gagne le championnat. Et l'année d'après, il est pilote officiel pour Bentley. C'est incroyable. Stéphane, merci infiniment pour ton temps. Merci à tous de nous suivre, vraiment de plus en plus nombreux. N'hésitez pas à cliquer ici et à nous suivre. Surtout, n'hésitez surtout pas à nous envoyer des commentaires. On se fera le plaisir, moi-même et Stéphane, de vous répondre. Et à très très bientôt. Stéphane, bye bye. Merci beaucoup Mathieu en tout cas, c'était très intéressant. À bientôt. Merci. À bientôt.